Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, je pense. C'est pour savoir, nous, comment il faut qu'on se positionne par rapport au micro. Bienvenue à tous à cette masterclass en chaussettes, consacrée au travail de composition musicale pour le cinéma, effectué par Xavier Jameau, qui est entre nous deux, Erwan Floclet et moi-même. Cette masterclass s'inscrit dans un triple contexte, pourrions-nous dire. Tout d'abord, dans le cadre d'un partenariat qui existe entre le festival Travelling et la revue Réplique, qu'Erwan et moi représentons ici. C'est la 4e année que ce partenariat existe. Nous en sommes fort contents. Et on espère qu'il va durer le plus longtemps possible. Et on le dit d'autant plus fort que la direction du festival n'est pas présente. Donc ça prouve notre sincérité. Le deuxième contexte dans lequel s'inscrit cette masterclass est celle de la programmation globale du festival cette année, de l'une des directions de la programmation les plus importantes, qui est celle des villes-mondes. Et l'une de ces villes-mondes, c'est Hong Kong. Hong Kong qui est représenté cette année à Travelling par l'intermédiaire des films notamment de 2 cinéastes que sont Wong Kar-wai. Vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certains de ces longs métrages, 3 pour être précis, mais également par l'intermédiaire des films réalisés par Johnny To, cinéaste de Hong Kong également, et plus globalement de sa société de production légendaire, la Milky Way, qui compte en son sein des réalisateurs émérites tels que Tsui Chung, dont on peut aussi découvrir ou redécouvrir le travail cette année. Et puis le troisième contexte, c'est celui de l'intérêt que porte le festival depuis plusieurs années, au moins la 2e, pour cette particularité assez peu souvent abordée, qui est la composition musicale pour le cinéma. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, exactement à cette même place, nous avions eu l'occasion de discuter avec 2 musiciens qui font parfois de la musique pour le cinéma, Olivier Marguerie et Peter Van Paul. Peut-être que certains d'entre vous étaient présents un petit peu plus tôt au festival pour assister à la masterclass animée par Mathieu Champalone que donnait le compositeur Laurent Pérez Delmar. Et aujourd'hui, c'est également dans ce cadre que nous allons pouvoir discuter avec Xavier Jameau. Que nous montres-tu ? Oui. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, d'être au cœur des films et de la composition musicale, disons également que cette masterclass, cette rencontre, se déroule en partenariat avec la SACEM et Film en Bretagne. Avant de te donner la parole, Xavier, moi j'ai une petite question piège à poser à Erwan, puisque c'est toi qui as trouvé l'intitulé de cette masterclass. À toute épreuve, la French Touch dans le cinéma de Hong Kong. Mais À toute épreuve est un film de John Woo et non pas de Johnny To. C'était pour savoir si tu suivais. Donc ça marche. Pour commencer justement, cet intitulé avec la French Touch, peut-être peux-tu nous raconter en fait ton parcours? Je crois que tu as fait tes études de droit. Donc qu'est-ce qui t'a mené finalement à la musique puis à la composition musicale de films, puisque comme Nicolas Thévenin le rappelait, c'est une masterclass, c'est aussi grâce au travail que tu nous as déjà vraiment préparé le terrain en fait pour cette masterclass, c'est que ça va être ponctué d'extraits de films, et notamment on vous réserve grâce à Xavier, des petits cadeaux d'extraits vers la fin qui sont très précieux. Moi, je fais de la musique depuis assez longtemps. J'ai commencé, comme beaucoup de gens qui font de la musique, par avoir des groupes, voilà, de la pop. Donc moi, j'habitais à Versailles et je faisais notamment partie d'un groupe quand j'étais ado, un peu plus tard, vers 17 ans, qui s'appelait Orange, qui n'a rien sorti, mais dont les membres étaient d'une part les deux musiciens de R. Il y avait aussi Alex Goffer, qui est un DJ producteur, il y avait moi. Et puis on s'est perdu de vue. Moi j'ai continué après la musique avec un autre garçon qui s'appelle Marc Collin, qui fait maintenant un groupe qui s'appelle Nouvelle Vague. Voilà. Après moi, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, je faisais effectivement des études qui m'intéressaient pas plus que ça, et du coup, la musique était vraiment une passion.
Et puis, après, je crois que j'ai commencé... Ben non, avec Marc Collin, du coup, on a fait un projet qui s'appelait Olano. Ça, c'est ma première sortie de disque. Voilà, où il y avait les Nogueira. C'était un peu... c'était à l'époque de la French Touch, mais nous, on faisait quelque chose en français et pas du tout électronique. Et puis après, je suis passé à un autre projet qui s'appelle Bang Bang, qui est mon projet discographique d'année en année, avec beaucoup de chanteurs invités. Donc il y a JJ Johansson, il y a maintenant, enfin, il y a quelqu'un d'un groupe qui s'appelle Fisher Spooner. Voilà, j'ai rencontré plein de gens. Et à peu près à la même période, en fait, j'étais en donc voilà, une pratique plutôt de composition pop électronique. Et dans le même temps, j'ai été signé chez un éditeur et un réalisateur est venu un jour pour avoir des idées de compositeurs avec qui il pourrait travailler. Et mon éditeur lui a fait écouter donc l'album d'Olano, qui était quelque chose de très acoustique, mais où il y avait quand même des ambiances cinématographiques. Et donc il a souhaité me rencontrer. Et ça a été ma première musique de film, donc que j'ai faite en 90. Enfin, le film est sorti en 98, donc il y a 21 ans maintenant. Et c'était donc un film qui s'appelait Tokyo Eyes, d'un réalisateur qui s'appelle Jean-Pierre Limosin. Un film qui se passait à Tokyo, avec des acteurs japonais, avec une petite participation de Kitano, le réalisateur. Et pour ce film, j'avais fait une musique très électronique. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé, entre guillemets, à rentrer dans la musique de film. Moi, j'étais déjà très fan de cinéma et très fan de musique de film, mais j'avais aucune idée de savoir comment un jour je pourrais faire une musique de film. Donc ça a été la première fois pour moi. Et je sais pas, peut-être que... Bah, alors on va s'y plonger dans quelques instants, mais je voulais juste avant cela rebondir sur ce que tu disais et que tu disais également à l'issue de la séance de Sparrow tout à l'heure. Tu es très mélomane, tu l'étais déjà à cette époque, très cinéphile également. Question difficile, mais s'il fallait citer quelques noms comme ça qui sont parmi tes références les plus essentielles, quels seraient-ils ? Pour les compositeurs de musique, de Oui. films, il y en a beaucoup. Moi, c'est vrai que vu mon âge, je suis très attiré par le cinéma de la fin, enfin que j'ai pas connu à l'époque en tant que spectateur, mais par le cinéma de la fin des années 60, début 70. C'était l'époque où il y avait des très grands réalisateurs, ce qui est pour moi un peu moins le cas maintenant, et où il y avait aussi des très grands compositeurs de musique de film, ce qui est aussi un peu pour moi moins le cas maintenant. Et donc il y a des noms, oui, iconiques. Il y a évidemment Morricone. Il y a Lalo Schifrin, que j'aime beaucoup. Lalo Schifrin, vous connaissez peut-être pas forcément son nom, mais c'est celui qui a fait entre autres le thème de Mission Impossible. Il y a John Barry, qui est connu surtout pour avoir fait la musique des James Bond, mais qui à côté de ça a fait des musiques fabuleuses. Donc ça serait un peu mon top 3. Et puis à côté, j'adore Ruichi Sakamoto, qui est là depuis longtemps aussi, donc un compositeur japonais, et qui plus récemment, par exemple, a fait la musique de The Revenant. Et puis dans les plus récents, j'aime bien un autre qui s'appelle Abel Korzeniowski. Enfin voilà, j'ai plein de références. Et effectivement, j'ai commencé très tôt, même en tant que mélomane, à écouter beaucoup de musique de film. Regardons effectivement un extrait de Tokyo Eyes, un film de Jean-Pierre Limosin, qui, comme tu le disais, la première musique que tu as composée pour un film, c'est le début. C'est vraiment le début du film, son ouverture. Tu nous disais que pour Tokyo Eyes, tu avais eu une liberté presque totale. C'est une aventure de production peu commune quand même, Tokyo Eyes, dans le cinéma français contemporain. Jean-Pierre Limosin, qui connaît très bien le Japon, mais qui tourne à Tokyo, effectivement, avec une équipe japonaise, avec des acteurs japonais, dont pour certains très connus comme Shinji Takeda. Et toi, tu as, pour ainsi dire, une carte blanche pour en composer la musique. Ouais, c'était ma première expérience. Après, les autres se sont avérées un peu moins faciles et un peu moins heureuses, enfin, ça dépend, jusqu'à retrouver effectivement une certaine liberté avec d'autres réalisateurs après. Mais pour moi, ça me semblait normal en fait qu'un réalisateur, entre guillemets, à partir du moment où il choisit quelqu'un pour faire une musique, lui laisse faire dans son coin, éventuellement intervienne après, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte non que j'avais bénéficié d'une chance incroyable parce qu'il était, du coup, il m'a laissé vraiment faire la musique dans mon coin. Une fois que j'avais fait à peu près toutes les séquences que moi je jugeais de devoir faire,
Il a écouté l'ensemble. Je crois il y avait une douzaine de morceaux, mais certains étaient assez longs, en fait. Voilà. Donc c'était plutôt une BO assez courte par rapport à ce qu'on peut faire maintenant. Et de mémoire, effectivement, il y avait un thème qu'il aimait pas et qui m'a fait refaire. Mais ouais, c'est une chance incroyable d'avoir eu cette liberté et effectivement d'avoir travaillé sur ce film qui était un peu un ovni. Voilà, qui était un truc comme ça, assez étonnant. Pour l'anecdote, lui, il est allé tourner. Alors maintenant, il parle un petit peu japonais, je crois, parce que c'est vraiment un passionné du Japon. Il y retourne, il fait des documentaires sur des réalisateurs japonais, sur des artistes japonais. À l'époque, il parlait pas du tout japonais, et je crois qu'il est parti là-bas vraiment. Il donnait des indications aux acteurs. Il avait des papiers dans ses poches en phonétique pour dire quelques phrases pour que les acteurs comprennent un peu ce qu'il voulait. Voilà. Donc c'est un super souvenir en fait. Quelle est la matière que tu as utilisée pour composer cette musique? Première expérience pour le cinéma, donc. C'est un agglomérat de choses que tu as inventées, qui existaient déjà? Ah non, non, je me suis en fait, c'est un peu la continuité de ce que je faisais à l'époque, c'est-à-dire où je commençais à faire des albums et où en gros, je partais un peu de rien, mais avec des références qui étaient plutôt ancrées dans mon esprit depuis longtemps. C'est-à-dire, je n'ai pas cherché à faire tel style ou etc. Je me suis laissé porter déjà par les images et puis par effectivement toutes les influences que j'avais. Et en fait, assez rapidement, comme le film se passait au Japon, que pour moi c'était un univers un peu ouais, technologique, moderne, voilà, que c'est un polar, je me suis dit bah, je vais faire une musique de polar mais électronique. Et c'est le genre de musique que moi j'adore faire et que j'ai pas eu l'occasion vraiment beaucoup de refaire dans cette forme-là. Et pour Tokyo Eyes, j'avais un matériel, mais vraiment, j'avais rien en fait. J'avais un sampler, ce qu'avaient beaucoup de gens à l'époque, où on mettait quelques sons. J'avais même pas d'ordinateur. Enfin, j'avais un séquenceur de musique, mais qui était sur un ordinateur vraiment pourri, qui s'appelait Atari, qu'on utilisait tous à l'époque. Et effectivement, quand je revois ça rétrospectivement, c'est assez étonnant parce que moi je pense que les gens de ma génération ont connu la coupure. En fait, on venait tous de groupes, c'est-à-dire on était musiciens, certains batteurs, guitaristes, etc. Et on a découvert en fait les débuts de ce qui s'est avéré être le home studio. Où on peut faire beaucoup de choses chez soi avec une table de mixage, avec maintenant un ordinateur, plein de plugins, des banques de sons. Mais là, on était vraiment au tout début, c'est-à-dire qu'il y avait les sampleurs, on pouvait sampler, donc prendre des extraits, les dépitcher, les travailler, prendre des petits bouts, mais il y avait très peu de mémoire disponible. Voilà, donc c'était vraiment Et pour ça, effectivement, j'ai utilisé beaucoup de petits bouts de samples, des synthétiseurs. Enfin, j'ai fait un peu du bric-à-brac en fait, mais le résultat est plutôt. Quand je réécoute 20 ans après, je me dis bah ouais, c'est pas mal quoi. Enfin, c'est- Et à ce moment-là, en plus, pour caler, pour travailler le rythme, tu as les images, mais sur VHS. Alors voilà, c'était aussi. Maintenant, effectivement, je fais tout sur un ordinateur. On a un séquenceur en général, enfin tous les musiciens maintenant travaillent comme ça, même ceux qui font de l'orchestre, qui travaillent avec des orchestres, ils commencent leur maquette de musique de film en ayant un écran dans lequel il y a à la fois leur séquenceur, c'est-à-dire la manière dont ils vont gérer les pistes sonores, la structure du morceau, et qui est couplé, c'est-à-dire qui est en synchro avec l'image. Donc ça, effectivement, c'est très facile. Mais moi, à l'époque, j'avais pas ça. Et donc, je regardais le film sur une VHS. Et pour certains points, ce qu'on appelle la synchro, c'est-à-dire où est-ce qu'il faut faire démarrer la musique, la finir, et puis surtout où est-ce qu'il y a des ruptures qui soulignent l'action, bah, il fallait que je sois vraiment. J'avais la télécommande de mon VHS dans une main et j'appuyais sur la barre espace de mon ordinateur de l'autre pour voilà, faire coïncider les deux. Et donc en fait, j'ai passé beaucoup de temps, surtout, je pense, à synchroniser, à faire les bons départs pour que ça corresponde et que je me dise ah ouais, ça sera ça à la fin. Voilà. Ouais, ce premier film est tourné et se déroule à Tokyo. La plupart des films pour lesquels tu as travaillé ensuite se déroulent à Hong Kong, l'Asie, donc. Est-ce que c'est purement de l'ordre de la coïncidence ou est-ce que de ta part, il y avait une attraction, une fascination, une curiosité à l'égard de la culture et ou du cinéma et de la musique asiatique?
Eh ben, je pense qu'il y a les deux. En fait, c'est ce qu'on dit quand on dit le hasard fait bien les choses. Moi, j'avais vraiment une inclinaison déjà pour. Moi, je lis beaucoup et donc le Japon, j'ai avant tout découvert par des poésies, les haïkus, le zen. Enfin, j'aimais bien toute cette philosophie, voilà, de vie japonaise. Et c'était au moment effectivement où on m'a demandé de faire ce film, enfin de faire la musique de ce film qui se passait au Japon. Et puis après, c'est un hasard, c'est-à-dire que la productrice de ce film m'a rappelé quelques années, même plusieurs années plus tard, en me parlant cette fois-ci de Johnny To, dont j'ignorais le travail totalement, et pour me faire travailler sur un premier film. Donc c'était le début de notre collaboration. Et il se trouve qu'effectivement, donc c'est un réalisateur hongkongais que je connaissais pas, mais qu'à l'époque, j'avais commencé un tout petit peu à regarder un peu par hasard des films de Wong Kar-wai, Chungking Express, des trucs comme ça qui devenaient, enfin qui étaient voilà pas à la mode, je dirais, mais qui étaient une sorte d'alternative d'un cinéma étranger qui émergeait, et qui commençait à rayonner ailleurs qu'en Asie. Voilà, donc j'étais curieux et évidemment super enthousiaste quand on m'a proposé de travailler avec un de ces réalisateurs. On peut en parler justement de Johnny To. La première collaboration, donc, c'est Mad Detective. Comment se passe cette entrée dans un univers qui est nouveau pour toi? Johnny To est une légende, un type aussi fascinant qu'intrigant, à la fois chef d'entreprise, cinéaste génial. Comment se fait la rencontre ou pas, d'ailleurs, avec l'homme et son travail? Donc en fait, c'est cette même productrice qui m'a introduit auprès d'eux. Johnny To, effectivement, il avait déjà tourné beaucoup de films, il avait un rythme assez soutenu de production et de réalisation. Et donc moi, j'ai travaillé sur un film qui s'appelle Mad Detective, c'est le premier sur lequel j'ai travaillé avec lui. Et à l'époque, tout simplement, cette productrice, je crois, était distributrice de ce film, Mad Detective, et avait déjà fait remarquer à Johnny To que ces films avait une certaine qualité très forte en termes d'image et de scénario, mais que des fois la musique était un petit peu, je sais pas, différente de ce qu'on aurait pu attendre. Et jusqu'à présent, effectivement, Johnny To travaillait avec des compositeurs, enfin, il a travaillé avec des Canadiens, mais certains des compositeurs hongkongais. Et en fait, il n'y a pas à Hong Kong la même tradition, entre guillemets, de musique de film que celle qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens qui font des musiques de film là-bas sont souvent les mêmes qui font les morceaux de variété. Et du coup, beaucoup de films ont comme bande-son des instrumentaux ou des morceaux de variété, ce qui leur donne forcément un petit côté un peu kitsch, alors qu'ils aspirent à être un peu différents. Bon, bref. Et du coup, Johnny To en avait un peu marre pas forcément de ses compositeurs, mais je crois de l'importance de la musique, c'est-à-dire qu'il ne réalisait pas, je pense, vraiment l'importance de la musique, et que quand cette personne lui a fait remarquer, il a dit, bon, bah ok, écoute, si tu veux, t'as qu'à me trouver quelqu'un. Voilà. Et du coup, moi, elle m'a proposé, elle m'a mis en relation avec eux d'abord par téléphone, et du coup, il a été acté, entre guillemets, que je faisais ce qu'on appelle un essai, donc des maquettes de musique correspondant à certaines scènes du film pour savoir effectivement si ce que j'allais faire correspondait au goût qu'il avait en tête ou quitte à le surprendre. Et en fait, au début, ça s'est passé assez mal parce que forcément, déjà, il y avait la distance. Moi, j'étais à Paris, lui était à Hong Kong. Il y avait le décalage horaire. Il y avait les débuts d'une relation, c'est-à-dire qu'on apprend à se connaître, on se méfie un peu l'un de l'autre, on ne sait pas forcément ce que l'autre va vouloir. Et donc, de mémoire, j'avais fait, je crois, trois démos, c'est-à-dire 3 maquettes sur 3 scènes. Et donc, les scènes duraient à peu près 2 minutes à 3 minutes. Et donc, j'envoie donc 3 fois 3 minutes de musique. Et quelques temps après, son assistant revient vers moi en me renvoyant par mail mes morceaux, mais en disant voilà ce que Johnny To aime bien dans ce que tu as fait. Et en fait, donc mes morceaux qui faisaient 2 à 3 minutes avaient été réduits à peu près 10 secondes. Et en fait, il avait gardé que les introductions des morceaux, c'est-à-dire avant qu'il y ait des thèmes,
Je faisais une petite intro où il y avait des bruits de souffle ou des petites clochettes, et c'est tout ce qu'il avait retenu. Donc je me suis dit, ouh là, ça va être compliqué. Et du coup, moi, comme j'étais un peu déstabilisé, j'ai pris de moi-même l'initiative de dire, ok, je vais travailler sur une scène qui n'est pas prévue, mais comme ça, j'ai pas la pression, je vais juste faire ce que je sens. Voilà. Et donc c'est la scène, je crois, qu'on va voir maintenant. Et en fait, pour la petite histoire, donc Mad Detective, c'est un polar, mais un petit peu twisté, c'est-à-dire avec beaucoup d'informations qui viennent un peu d'ailleurs. C'est un peu donc c'est un détective qui est quelque part à la fois fou et à la fois génial. Donc il a un don, il peut voir dans les personnes toutes les personnalités qui les habitent. Et il y a notamment donc une scène où il y a le méchant qui lui a 7 personnalités. Et l'idée géniale, je pense, de Johnny To, c'est de faire apparaître de temps en temps ces 7 personnalités à l'image. C'est-à-dire qu'une fois, on voit une personne, et puis la fois d'après, on voit les 7 personnes qu'il compose. Donc il y a une femme, il y a d'autres hommes ou plusieurs femmes, voilà. Et donc il y a une scène où en fait, il y a une espèce de poursuite. Le détective poursuit la personne qui d'un seul coup, enfin non pas se dédouble, mais se démultiplie en 7 personnes. Et ce méchant siffle un air, et puis après, du coup, ils sont 7 à le siffler. Et je me suis dit, ben voilà, il siffle à l'image, donc moi je vais siffler un thème. Et du coup, c'est un thème qui au départ, je l'ai sifflé comme ça, donc il y avait un petit côté ludique. Et puis c'est devenu, je l'ai après rejoué avec d'autres instruments. Et en fait, quand j'ai envoyé ça, ils m'ont dit, ah ouais, super idée, voilà, très bien, bah voilà, maintenant tu fais ton truc et on t'emmerde plus jusqu'à ce que tu aies fini. Et là, on te donnera notre avis. Mais du coup, là, j'avais gagné entre guillemets leur confiance. Voilà. Eh bien, regardons là, justement, cette scène de Mad Detective de Johnny To. Tu disais hier soir, Xavier, après la séance d'Accident, que quand de toute façon tu découvres un film sur lequel tu dois travailler, chaque séquence possède déjà son propre rythme. Alors ici, il y a la particularité effectivement du sifflement, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ça? Qu'est-ce qui, dans une scène, dans une séquence, te permet déjà d'aller sur un tempo? Moi, je suis entre guillemets multi-instrumentiste, mais c'est vrai que le premier instrument que je faisais, c'est la batterie, donc je pense que je suis très sensible au rythme. Et que même quand je fais des thèmes musicaux, c'est-à-dire avec des notes, je pars toujours d'un rythme. Je pars même pas d'une gamme ou d'un thème, je pars vraiment du rythme, du tempo, ce qu'on appelle le tempo. Et pour moi, des fois, on me demande oui, comment vous faites pour commencer, etc. Il n'y a pas l'angoisse de la page blanche. En fait, pas du tout, parce que je trouve que dans les films, en fait, pour moi, effectivement, quand je regarde un film sur lequel je dois travailler, je commence par couper le son, c'est-à-dire par même pas écouter les dialogues, s'il y a des musiques temporaires, surtout pas les écouter. Et je regarde soit les scènes où moi j'estime qu'il devrait y avoir de la musique, soit où on me dit qu'il devrait y avoir de la musique. Et effectivement, le montage et l'action des personnages fait qu'il y a déjà un rythme qui est induit pour moi, selon qui marche. Ça peut être le rythme de la marche. S'ils se regardent, s'il y a 2 personnes dans une même pièce, c'est les regards qui vont installer un rythme, une cadence. Voilà. Et donc je pars de ça, c'est-à-dire que je commence à taper, soit sur mon genou, soit avec mon pied, une espèce de tempo de ce que je vois à l'image. Et puis du coup, je garde ça en tête. Et après, je commence déjà à mettre un clic, donc, qui est souvent la première chose qu'on utilise dans un séquenceur pour avoir justement le tempo. Et puis ce clic va m'obséder, va rentrer de façon inconsciente voilà, dans mon cerveau. Et du coup, après, je vais plus chercher quel va être l'instrument principal, entre guillemets. Alors des fois, je commence juste au piano et je fais un truc vraiment très basique. Et puis j'essaye de trouver un thème et après, je vais évidemment l'arranger. C'est-à-dire peut-être qu'à la fin, il n'y aurait même pas de piano, peut-être que ça sera une guitare, peut-être que ça sera des cordes, etc. Mais effectivement, je pars toujours du rythme. Voilà. Et je trouve que toutes les images ont un rythme et on ne s'en rend pas compte quand on est soi-même spectateur d'un film. Des fois, on est tellement accaparé par l'action qu'on ne fait pas forcément attention à la musique, ou alors on fait attention, mais on ne réalise pas la corrélation des deux. Des fois, on réalise juste l'émotion. S'il y a des violons, on va se dire ah oui, c'est une scène avec beaucoup je sais pas quoi, de romance ou de choses comme ça. Mais voilà, pour moi, les scènes ont déjà un rythme, donc c'est assez facile.
Est-ce que cela t'arrive justement par rapport au travail? Tu as travaillé avec d'autres cinéastes, pas que Johnny To ou la Milky Way ou comme Soi Cheong. Est-ce que justement tu peux aussi inventer, je dirais, des thèmes sur, je dirais, la caractérisation des personnages, c'est-à-dire de vraiment travailler question de motifs ou vraiment de thèmes, de les associer à des personnages? Ouais, ouais, ça je le fais de plus en plus, déjà pour une question de temps, parce que des fois le temps est très court, et en fait moi les films que j'aime bien, c'est-à-dire les films un peu old school, vintage, comme faisaient les compositeurs que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est souvent effectivement des thèmes qui reviennent, orchestrés différemment, avec un tempo différent, et on se rend pas compte tout de suite en fait que c'est le même thème. Mais beaucoup de films, quand c'est Morricone qui fait les musiques ou des choses comme ça, n'ont finalement que 3 thèmes ou 4 thèmes. Et en fait, quelque part, l'erreur que j'ai faite avec Tokyo Eyes, à chaque fois, je prenais séquence par séquence et je me laissais porter donc par le tempo de la séquence et puis par une envie de mettre telle instrumentation, etc. Donc j'ai fait que des morceaux différents. Et après, effectivement, pour des raisons de cohérence et d'efficacité et de temps, je me suis dit, maintenant, en fait, il faut trouver. Alors, ça dépend des films. Hein. Il y a des films où ça s'y prête pas forcément, mais il y a des films qui sont plus en huis clos, entre guillemets. Et du coup, il faut mettre l'accent sur un des personnages. Donc, je vais essayer de trouver son thème. Après, si ce personnage est impliqué dans une scène qui va être plus une scène d'action, eh ben, je vais rajouter des percussions, des rythmes, mais je vais garder ce motif mélodique. Voilà. Donc, effectivement, maintenant, je fonctionne beaucoup comme ça. Et s'il peut s'agir effectivement de ce cas de figure pour les personnages, est-ce qu'il peut en être de même pour des lieux? Un thème pour un lieu, par exemple? Ça, je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore fait attention à ça, mais quelque part, oui, des fois, les lieux sont presque comme des personnages. C'est-à-dire, ils sont tellement présents que effectivement, ils peuvent. Alors, moi, je pense que si je le fais, ça sera lié au personnage par rapport au lieu. Si un truand arrive dans un lieu, ça ne sera pas le même thème que si le héros qui est sympa arrive dans le même lieu. Donc je pense que j'attraperai plutôt le truc via la personnalité du personnage. Mais effectivement, le lieu, moi, c'est le rythme aussi qui est lié au lieu. C'est-à-dire que s'ils sont dans une pièce, forcément, ils vont évoluer de façon plus ou moins lente. S'ils sont dehors, ça va être de façon plus ou moins rapide, surtout s'il y a des poursuites. Voilà. Donc le lieu, pour moi, va plus donner un tempo lié au fait que le personnage évoluant dans le lieu va avoir lui-même son propre tempo. Mais sinon, je m'attache plus effectivement au personnage. Mais des fois, les deux peuvent s'imbriquer avec disons, le thème pour le personnage et la rythmique pour le lieu. Ouais. Tu évoquais hier en accompagnant Accident, notamment de Tsoi Chiang, ou plutôt aujourd'hui Sparrow, de Johnny To, le fait qu'il y a une méthode aussi pour toi de travailler avec la Milky Way. Tu passes aussi par surtout l'assistant de Johnny To, Chan. Et justement, est-ce que dans cette idée de caractérisation ou le fait d'être sur les personnages, est-ce que ça t'arrive aussi de devoir, je dirais, s'il y a de la musique temporaire, est-ce que toi, en mettant la musique quand ça arrive chez eux, est-ce qu'ils vont remonter en fonction de ta musique? Et est-ce que ça a une implication aussi sur le sound design? Alors ça, c'est le cas idéal, mais ça veut dire qu'on a du temps, ce qui n'est pas forcément le cas avec eux. Effectivement, des fois, ils m'envoient ce qu'on appelle un unlock edit, c'est-à-dire un montage pas forcément terminé, voilà, où les choses fluctuent un peu encore. La séquence, ils vont peut-être couper des plans, ils vont peut-être donner plus d'importance à un plan qu'à un autre. Donc moi, je commence des fois effectivement à travailler sur cette séquence qu'on me donne, à l'image, et des fois, avec beaucoup de chance, ils vont en fait réaliser que la musique peut être une aide à trouver le rythme, et du coup vont changer les plans en fonction pour correspondre plus à la structure que j'aurais faite, etc. En fait, tout dépend de l'état d'avancement du film. C'est-à-dire qu'il y a des fois où vraiment ils sont à peu près l'édit, enfin le montage est quasiment définitif. Donc ça aussi c'est une chance parce que ça veut dire que ce que je vais faire dessus va correspondre à ce qui sera le résultat final. Mais dans ce cas-là, effectivement, il faut faire attention.
non seulement à la scène, mais à tous les bruits qui sont, pour moi je dirais parasites, mais c'est pas le bon terme, tous les bruits qui sont en addition à la musique. Les dialogues, évidemment, éviter de faire une montée de violon ou de son à un moment où un personnage parle, parce que du coup on l'entendra pas, donc ils vont baisser la musique, donc du coup ça sera moins efficace. Voilà. Donc il y a tout un environnement effectivement sonore à prendre en compte. Question volontairement un petit peu naïve, mais puisque tu viens d'en parler, est-ce qu'il y a des règles à suivre quand on compose une musique pour un film? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas déroger pour certaines scènes, pour une scène de suspense par exemple, pour une scène d'amour? Est-ce qu'il y a des codes finalement quand on compose de la musique pour un film? Moi, je pense que c'est comme dans beaucoup d'activités il y a forcément des codes qu'on connaît de manière inconsciente, et puis après tout le jeu de pouvoir casser ces codes. Moi, je connais pas forcément tous les codes. Après, c'est des goûts aussi particuliers, déjà entre le réalisateur et le compositeur. Et je pense que par exemple, tu vois, quelqu'un qui a beaucoup brisé les codes, j'allais dire récemment, non, ça fait déjà quelques années, mais qui du coup est beaucoup imité, c'est Tarantino. C'est-à-dire que Tarantino a mis sur des scènes extrêmement dures, où normalement quelqu'un aurait mis des violons ou un truc un peu pesant, bah, il avait fait exprès de mettre des musiques un peu enjouées, voilà, pour surjouer en fait la cruauté, la violence d'une scène, au lieu de l'appuyer par une musique qui va être redondante. Lui, il a choisi des fois de mettre un truc, un morceau de pop ou de yéyé, un truc complètement décalé. Et donc des fois ça marche aussi, des fois ça marche pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui imitent ce genre de, 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 voilà, de contrepoint, de contraste, le fait de jouer le contraste. Des fois ça marche pas du tout. Donc c'est un... Ouais, je pense qu'il y a une vraie façon de gérer les codes et de même de ne pas les respecter. On peut ne pas les respecter, mais il faut que ça soit bien fait. Enfin, voilà. Lorsque tu travailles pour un film produit par la Milky Way, donc un film de Johnny To ou un film de Soi Chang, etc., les consignes sont très lapidaires. 1, 2, 3 mots-clés. Et il faut que tu travailles à partir de ça. Donc, je pense que dans quelques instants, on va regarder un extrait de Sparrow. Par exemple, Sparrow, c'était le cas. Et ce mot, c'était... Sur Sparrow, Exotica. c'était Exotica. Ouais. En fait, et Exotica, c'était plus... En fait, il faut savoir que Johnny To, il travaille beaucoup et que des fois, quand moi je fais la musique d'un film, il est déjà en train de tourner le suivant. Donc, je n'ai pas forcément d'accès direct à ce qu'il fait ou même à ce qu'il veut. Ça passe souvent par son assistant, qui des fois se permet même de traduire un peu, voilà, de délayer un petit peu ce que Johnny veut. Et des fois, au contraire, c'est encore plus laconique, c'est-à-dire qu'il va me donner un mot. Voilà. Donc là, sur Sparrow, dont on va voir un extrait, l'idée, qui était très bonne, je pense, c'était effectivement d'avoir recours à cette vibe. Il avait dit exotic vibe, et que moi j'ai traduit par exotica. Et exotica, c'est un courant de musique qui existait aux États-Unis dans les années 50-60, que maintenant on appellerait easy listening ou lounge music, c'est-à-dire des compositeurs, certains plutôt prestigieux, qui se sont essayés à un moment à faire une musique un peu ethnique, aujourd'hui on dirait world par exemple, et qui effectivement au piano, ils rajoutaient des petites gammes qui sonnaient un peu chinoises ou des trucs comme ça, et donc il était évident que pour des Américains pouvaient penser que cette musique était un peu exotique, voilà. Des fois même il y avait des pochettes genre Bora Bora, machin, enfin voilà, il y avait tout un truc autour, complètement faux, complètement fake, qui faisait que ça semblait provenir de là. Et puis je pense que pour les gens qui vivaient dans ces pays, si jamais ils avaient écouté ces musiques, ils auraient dit bah non, c'est de la musique américaine, ça ne nous concerne pas du tout. Et donc effectivement sur Sparrow, qui est le film suivant sur lequel j'ai travaillé, il y avait cette envie en fait de mêler deux mondes dans la musique, donc un côté très européen qu'a le film aussi, parce que Johnny To est inspiré de la nouvelle vague française, de plusieurs choses, et puis d'avoir ce côté quand même chinois, parce que le film est beaucoup avec la ville de Hong Kong, et donc moi j'ai mélangé, j'ai pris des références un peu différentes, c'est-à-dire que moi comme le film était assez élégant, un peu 60s, moi, je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire un truc un peu à la Michel Legrand, un peu daté quelque part, mais élégant, voilà.
Et puis d'autre part, je me suis dit c'est bien d'avoir des instruments chinois. Et donc là, je me suis renseigné sur les gammes chinoises, sur les instruments chinois. Puis au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que j'avais pas envie de devenir spécialiste en musique ethnique. Mais j'ai pris quelques petits codes justement de cette musique pour pouvoir la mélanger à quelque chose de plus européen. Et du coup, ça donne une musique un peu... C'est pas vraiment world, mais c'est un mix de deux influences et qui a aussi à l'image dans le film. Voilà. Eh bien, regardons justement un extrait de Sparrow de Johnny To. Donc, le film date de 2008. Ouais. Et là encore, tout comme Tokyo Eyes, il s'agit de l'ouverture du film. Une question piège, Xavier, puisque c'était écrit là au générique en fait. Comment prononce-t-on ton nom en cantonais? Je n'en ai aucune idée. Mais je crois que surtout, ils ont un peu triché parce que... En fait, moi, depuis, j'ai appris le chinois, un petit peu le chinois mandarin. Et en fait, pour tous les noms occidentaux, ils trichent, c'est-à-dire qu'ils font des choses phonétiques. Donc je pense que c'est... en fait, le chinois, c'est l'association de plein de... Le chinois comme le cantonais, l'association de plein de signes, de sinogrammes, qui en fait ont des sens. Voilà. Mais là, je pense qu'ils ont juste fait quelque chose qui a la sonorité de Xavier. Voilà. Bien, on parlait tout à l'heure de thèmes éventuellement pour les personnages, de la manière dont une scène existe déjà par son montage. Ici, il y a quelque chose qui se passe avec l'oiseau. Les déplacements de l'oiseau sont un des éléments centraux de cette scène. Comment tu intègres, toi, cette présence de l'oiseau à la composition de la musique pour cette séquence? Là, en regardant la séquence, je me suis rendu compte qu'en fait, pour le tempo, par exemple, c'est très court, mais je suis parti du personnage qui descend l'escalier, là. Et il fredonne 3 notes, on les entend presque pas, il fait pa pa pa. Et du coup moi j'ai fait pa 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 pa, voilà. Et le rythme comme ça. Et après effectivement sur cette BO il y a beaucoup de faux sons de violon, etc. Parce qu'on n'avait pas les moyens de prendre un vrai orchestre. Mais j'avais envie de bosser avec des solistes et j'ai déjà, comme j'avais comme référence Michel Legrand et notamment une BO qui est la BO de l'affaire Thomas Crown, où cette BO m'obsède depuis des années, notamment une où il y a de la flûte et de l'écho sur la flûte, enfin du délai. Et du coup, j'avais envie de faire pareil. Et pour moi, la flûte évoquait l'oiseau. Donc, quand il arrive, c'est la flûte entre guillemets qui le représente, un peu comme dans Pierre et le Loup, où il y a plein d'instruments qui représentent divers personnages. Et c'est pareil, c'est un peu un hasard, mais j'ai travaillé avec un flûtiste italien qui se trouvait être mon voisin, voilà, du rez-de-chaussée, et je l'entendais pratiquer. C'était vraiment lui, il fait du classique et du contemporain. Maintenant, il est très très actif. Et du coup, je l'entendais répéter chaque fois que je sortais de chez moi. Et un jour, donc, comme je voulais mettre de la flûte, j'ai tapé à sa porte et je lui ai dit j'habite au 5e, est-ce que tu veux venir jouer de la flûte sur une bande originale de film? Donc il est venu. Et puis j'ai travaillé avec un autre soliste qui est donc un Chinois qui s'appelle Guo Gan et qui joue le violon traditionnel chinois qui s'appelle le héros à 2 cordes et qui du coup donne... Là c'est bien parce que sur le générique on voit vraiment pour moi les 2 ingrédients. Effectivement le côté flûte et orchestre seront plus européens et du coup il y a une petite guitare aussi qui s'appelle un guzheng, une guitare chinoise. Et puis sinon, effectivement, le héros, donc ce violon, donne cette sonorité voilà, très orientale. L'une des particularités du cinéma de Hong Kong, c'est d'être très polygénérique. C'est-à-dire qu'au sein d'un même film, il peut y avoir du polar, de la comédie burlesque, presque graveleuse, du sentimentalisme. Tout ça coexiste dans un mélange qui parfois est un peu déroutant, parce que c'est assez éloigné des standards occidentaux. Comment est-ce qu'on compose avec ça? Avec des films qui parfois sont dans des ruptures de ton très soudaines et très brutales. Ouais, c'est pas toujours évident et parfois ça peut même être lourd, un peu comme un plat un peu trop copieux. Moi, en tant que spectateur, des fois ça m'arrive, c'est-à-dire que je me dis c'est dommage, son truc est super classe et là il met une blague qui effectivement va plaire à des Chinois, mais qui pour nous va pas être la même référence de sens de l'humour et on va se dire c'est dommage, il tenait un bon truc là et puis d'un seul coup il tombe dans un autre style. Il faut s'adapter en fait et du coup je pense que chacun des films, effectivement il y a ça dans le cinéma hongkongais, il y a ça surtout, tu as raison, dans le cinéma de Johnny To,
où des fois il se permet des petits trucs juste quand il y a l'émotion qui monte, etc. Il va désamorcer par un truc qui lui fera rire et qui fera rire aussi le spectateur, mais qui nous, spectateurs européens, on va se dire ah bah c'est dommage, il tenait un truc là et puis il le saccage un peu, il le gâche. Ben, la musique est là pour ça aussi, c'est-à-dire que pour des fois accentuer ou au contraire enlever un peu de cette lourdeur qu'il peut y avoir. Donc ouais, faut s'adapter. Par rapport à la Milky Way, ton rapport à cette société, tu nous racontais des anecdotes hier justement sur le fait que c'est vrai que ça se sait. Il y a eu notamment un documentaire d'Yves Montmeyer tourné là-bas. Mais c'est vrai que la Milky Way, tu l'évoquais aussi tout à l'heure pour Sparrow, donc Johnny To, c'est vrai, représente et incarne presque son cinéma, la ville de Hong Kong, puisque tu y as été. Mais c'est qu'aussi, il y a beaucoup d'endroits en fait, qu'on retrouve de film en film, qui sont parfois même la Milky Way elle-même, les bâtiments. Moi, j'ai remarqué ça tout à l'heure en revisionnant Mad Detective, je m'en souvenais plus, mais effectivement, il utilise beaucoup le décor de la ville, le décor naturel. Des fois, il ne demande même pas d'autorisation. Il fait ça un peu à l'arrache, c'est-à-dire que un peu comme nous, la nouvelle vague, on disait la caméra stylo, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de saisir l'instant, va dans la rue et hop, sans autorisation, sans préparation, va filmer une scène. Lui, il a toujours effectivement cette façon de procéder qui est assez sympa. Johnny To, il a effectivement un bâtiment où il y a ses scénaristes, son chef opérateur, etc., qui viennent quasiment pointer tous les jours, quand il y a des projets en cours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un planning vraiment précis de dire ok, on tourne du mois de juin au mois d'août. Ils sont là et il peut lui arriver une fois de dire ok les gars, c'est aujourd'hui, on fait la scène, voilà. Et il va descendre dans la rue en bas. Et donc effectivement, par souci aussi d'économie, parce qu'il est indépendant, mais il n'est pas non plus un producteur très très riche. Je pense qu'il se débrouille. Il fait une sorte de petite cuisine et qui fait qu'il utilise beaucoup ses locaux, beaucoup des endroits qui vont être un peu retapés de film en film et qui vont être une fois des toilettes et puis une autre fois un bureau. Voilà. Donc c'est aussi assez sympathique, je trouve, parce que ça se voit pas à l'image. Après, ça se voit effectivement si on. Moi, je suis allé dans le bâtiment de la Milky Way, donc j'ai reconnu des décors de plusieurs films. Ouais. Tu as reconnu plusieurs fois les toilettes de la Milky Exactement, Way dans plusieurs voilà. films. On va regarder, je pense, dans quelques instants, un extrait d'Accident. Préalablement, ce sera encore plus explicite avec les extraits suivants. Qu'est-ce qu'il t'arrive concrètement comme support ? Qu'est-ce qui t'est envoyé ? À quel moment ? Tu disais tout à l'heure, effectivement, Johnny To, la Milky Way, ça s'est probablement ralenti ces dernières années, en fait, mais il y a une productivité qui est sidérante de par l'intelligence de l'utilisation des moyens de production à disposition. Mais qu'est-ce que tu as comme support ? Et une chose que tu as évoquée aussi au terme des 2 séances que tu as accompagnées, c'est le fait qu'il faille travailler vite, très vite. Bah, eux-mêmes travaillent très vite, parfois dans des conditions qui nous échappent un peu. C'est-à-dire que justement, sa liberté, entre guillemets, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Des fois, il tourne très vite des scènes, et puis il commence à monter, et il s'aperçoit que par exemple, il y a un personnage qui est évoqué dans le scénario, qui est un second, disons, ou un troisième personnage, pas très important, mais que ça mériterait peut-être que ça serait intéressant de lui donner plus de place. Et du coup, ils vont retourner des scènes. Voilà. Et donc moi, ce qu'ils m'envoient, c'est évidemment des montages. Donc j'ai l'image, ils m'envoient jamais de scénario, etc. parce qu'ils ne prennent pas la peine ni le temps, je pense, de les traduire en anglais et encore moins en français. Donc moi, j'ai accès aux images qui sont le montage et que parfois eux-mêmes présentent comme un truc qui est quasiment définitif. Et moi, d'expérience, je sais que quand ils me disent c'est un montage définitif, il ne faut pas que je le croie. Parce que je sais qu'après, il va y avoir d'autres montages. Et donc, des fois, c'est très, ça change. Des fois, ça peut être 2 mois après. Des fois, je sais qu'il y a des films où ils m'ont envoyé. J'ai commencé à travailler en janvier, puis après, plus de nouvelles. Et puis finalement, en novembre, ils s'excitent et ils disent ça y est, on a le montage définitif, il faut que tu termines là. Voilà. Et donc, en général, comme à un moment, Johnny To était beaucoup présent dans tous les festivals internationaux, donc Venise, Berlin, Cannes, Toronto, j'en oublie peut-être, mais voilà. En gros, son calendrier se faisait en fonction de ces festivals.
Et donc il réalisait que au mois d'avril, ah ouais, ça serait bien de le présenter à Cannes. Donc voilà, il faut que ça soit fini fin avril. Donc des fois, voilà, comme la musique intervient au dernier moment, d'un seul coup ils te disent, en fait c'est dans 3 semaines que c'est fini. Voilà, t'as 3 semaines pour faire la musique. Ça veut dire que tu reçois ça sous quelle forme? Fichier, DVD? Fichier, ouais, fichier, ce qu'on appelle des reels en anglais, donc ce qui correspond aux bobines. Voilà, il y a 5 reels par film et voilà. Parallèlement ou après Johnito, tu as travaillé avec un autre cinéaste produit par la Milky Way, Soi Chang. Accident dans un premier temps, Motorway dans un second temps, 2 titres très courts pour des films d'une efficacité redoutable. Le premier Accident était programmé hier, peut-être vous l'avez vu, c'est un exercice de style scénaristique assez brillant, il faut le dire. Comment ça s'est passé, le fait de travailler toujours pour la Milky Way, mais cette fois-ci avec un autre réalisateur? Est-ce que les conditions de travail étaient différentes? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, je pense que maintenant Soi Chiang, en fait, c'est un réalisateur très très accompli et très célèbre en Chine, parce qu'il a fait des films ultra populaires, qui ont cartonné là-bas, voilà. Mais à l'époque, donc, il était un peu le fils adoptif, spirituel de Johnito. Et donc là, tout simplement, c'est Johnito, je pense, qui a décidé, sans lui demander son avis, il a dit, écoute, j'aime bien ce que Xavier fait pour moi, donc il va faire la musique de ton film, en gros. Et je crois qu'il n'a pas eu trop le droit à la parole. Et sinon, qu'effectivement, on m'a donné... Moi, c'est un des films sur lesquels j'ai préféré travailler. J'ai adoré le film, j'ai adoré la musique que j'ai faite, ce qui n'est pas toujours le cas de certaines musiques, surtout quand elles doivent être faites un peu dans l'urgence. Et je pense qu'il a bien aimé aussi. Voilà. Quel était le mot cette fois? Ah oui, alors le mot, donc Accident, c'est un polar, vraiment violent, mais en même temps, c'est un polar psychologique, donc il y a une part très importante de psychologie du personnage principal. Et donc là, c'est Johnito en personne qui m'a donné le mot-clé et il m'a dit mélodie. Voilà. Et moi, j'allais partir sur quelque chose d'un peu des nappes, des ruptures, des rythmes. Et en fait, lui, en me disant mélodie, il me disait non, il faut que c'est un polar déjà, donc t'as pas besoin de surjouer le côté polar. Ce qu'il va falloir que la musique apporte, c'est la personnalité du personnage principal, montrer à quel point il est fou, il est schizophrène, il est tout ce qu'on veut, il a plein de névroses. Et du coup, il a eu dans son passé une tragédie qui fait qu'aujourd'hui, c'est un tueur. Et ce qui est bien, c'est de faire la petite musique intérieure de ce qui se passe dans sa tête. Et du coup, c'est quelque chose... J'ai fait un thème très simple, très dépouillé au piano. Voilà. Alors on va regarder un extrait d'Accident, justement. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de sous-titres, je crois, sur cet extrait. Il me semble. Je me souviens plus. Ah oui. Je crois que ce n'est pas le cas. La ligne de l'intrigue principale, les lignes de l'intrigue secondaire, etc. Mais c'est tout de même pour vous prévenir, quand même. Oui, c'est une copie de travail, et donc c'est avant même qu'il y ait eu le montage et la sortie en salle et en DVD. Et en fait, c'est une séquence clé où il y a plein de choses qui s'imbriquent. En fait, Accident, c'est un polar, l'idée, moi, je trouvais géniale. C'est-à-dire, c'est un gang de 4 personnes à qui des gens demandent d'organiser des meurtres et de les faire passer pour des accidents afin de toucher l'assurance vie. Donc c'est souvent le fils d'un père qui demande à ce que son père soit... voilà, c'est assez glauque, mais du coup ça donne des scénarios super intéressants sur la manière dont ils vont préparer, c'est presque tout l'intérêt du film, sur la manière dont ils vont préparer leur meurtre en le faisant passer pour un accident. Et là c'est une des séquences finales où en fait le méchant, réalise qu'il s'est un peu trompé, et donc là il va provoquer un dernier accident, et il va y avoir plein de flashbacks, et donc à mesure qu'il va avoir ces flashbacks, c'est une séquence assez longue qui dure 4 minutes, il va réaliser qu'il n'a plus envie de faire ça, et il va vouloir sauver la personne qu'il est censé tuer, sauf que forcément il se réveille un peu tard et ça va pas marcher. Accident donc de Soi Chang, qui date de 2009. Là, la séquence, elle est un peu incompréhensible telle qu'elle, parce qu'effectivement, c'est un moment clé du film où se mêlent beaucoup de choses qui sont arrivées avant. Mais c'est un film qui est vraiment super, et je crois qu'il est encore projeté demain.
Donc si vous avez Oui, oui, il l'occasion, me semble. et si le cinéma asiatique vous intéresse, c'est vraiment un super film. Et l'acteur principal, c'est une méga star là-bas, c'est Louis Kou. C'est un mélange de Alain Delon et de Louis Garrel. Voilà. Donc voilà, ça vaut le coup d'aller le voir. Un mélange de Alain Delon et de Louis Oui, Garrel. tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire, je Ouais. parle du Alain Delon de la D'il y a piscine. Et, quelques années. voilà, si je dis Alain Delon aujourd'hui, ça va plus parler à personne, donc je dis Louis Garrel. C'est demain à 15h30 à la revoir. C'est un dosage difficile à trouver pour une séquence comme celle-ci, entre la présence de la musique et la quantité d'informations données, parce que tu le disais, effectivement, il y a beaucoup d'informations dans cette séquence. Est-ce qu'on a envie, en tant que compositeur, d'être un peu économe, de ne pas trop charger, parce qu'il faut que le spectateur ingurgite beaucoup d'informations? Moi, en fait, ce que j'ai choisi là-dessus, effectivement, j'aurais pu le jouer beaucoup plus dramatique ou avec des percussions, voilà, pour annoncer qu'il allait se passer. Mais on le voit déjà à l'image, on voit déjà le type qui regarde la lumière, qui va réfléchir le pare-brise, qui va aveugler le conducteur, qui va rentrer dans la personne, voilà. Et du coup, comme effectivement ça faisait entre guillemets le résumé de plein de séquences qui se passaient, j'ai juste choisi moi de mixer entre des thèmes, c'est-à-dire que je prends le thème du personnage principal et que je mélange à un autre thème qui est celui d'un moment où ils font une répétition entre guillemets de meurtre, où ils se mettent au point pour être sûr que tout va s'enclencher. Voilà. Et du coup, pour moi, les deux sont logiques. Puisque cette fois-ci c'est un meurtre et qu'en même temps il y a le thème du type et les deux se mélangent pour montrer que finalement dans sa tête il n'est pas bien, qu'il va se passer un meurtre et qu'il a du mal à... Voilà, que cette fois-ci ça le dérange en fait. Mais à ce sujet, pour revenir en résumant un petit peu sur ce que Laurent Pérez-Delmar disait l'autre jour, en évoquant une scène de La Tortue Rouge où une vague vient soudainement inonder la terre, la scène est tellement spectaculaire, de fait, qu'il avait opté pour une musique qui n'était pas justement trop spectaculaire elle-même. Parce que parfois, les images se suffisent à elles-mêmes pour dire l'importance d'une scène, son côté dramatique, voire tragique. Et je pense qu'un compositeur a envie de ne pas être trop redondant. Inutile de dire des choses par la musique que des images disent déjà. Ouais, la musique c'est une ponctuation en fait. Pour moi, quand je le dis, c'est dans un film il y a des dialogues et la musique ça met le point ou le point d'exclamation ou le point de suspension. C'est-à-dire qu'à une même phrase, ça peut donner différents sens. Voilà, c'est comme aujourd'hui on mettrait un émoticône, un smiley, non mais voilà. Et du coup, la même phrase peut être prise à contresens. Et c'est intéressant de voir que certaines scènes, si on change la musique, le sens change. Alors que pourtant, voilà, le scénario est tel quel. Et donc effectivement, il y a une époque où c'était beaucoup le cas dans des films d'action, etc., que la musique rajoute quelque chose à ce qui est déjà à l'image. Et maintenant, je pense que tout le monde a compris que la musique, elle doit juste ajouter quand ça n'est pas à l'image, mais quand c'est déjà à l'image, c'est pas la peine de le mettre. Donc effectivement, et puis c'est aussi ce que je disais par rapport à Tarantino, des fois c'est bien de jouer le contre-pied, c'est-à-dire que s'il y a une scène qui est vraiment émouvante en elle-même, voilà, la musique elle a aucun rôle à jouer, quoi. C'est suffisant. Ça veut dire aussi que dans un cas comme Accident, je trouve vraiment toute l'ouverture qui est assez magistrale en termes de forme, de découpage, c'est qu'aussi c'est un film où quelque part tu composes aussi avec le silence. Ah ouais, bien sûr. Moi, c'est une musique que j'ai beaucoup aimé faire parce que je savais pas que j'avais ça en moi. C'est un style que normalement j'aborde pas. Effectivement, normalement, je suis plus dans l'électro, la pop, voilà. Bon, Johnito détestant l'électro, il faut que je trouve une autre forme d'expression pour lui. Mais là, effectivement, j'ai fait un truc très dépouillé. Voilà, en espérant me rapprocher de certains modèles que j'avais en tête. Et du coup, j'ai fait un truc qui à la fois ne me ressemble pas du tout et me ressemble. Donc, ouais, c'était un vrai plaisir aussi de travailler sur ce film. Ouais. C'est sur ce film, là, Accident, que tu avais une référence assez précise, je crois, en tête. Hein. Ouais, parce qu'il y avait aussi, donc en fait, ça c'est un assistant qui m'a parlé de. Alors, je sais pas si c'est moi pour me donner une indication ou si c'était déjà avéré de la part de Johnito. Il m'a dit qu'il s'était inspiré entre guillemets d'un autre film de Coppola, qui n'est pas très connu et qui s'appelle The Conversation, la conversation secrète en français. Voilà, et où il y a pareil un héros paranoïaque qui est interprété par Gene Hackman et qui espionne sans cesse ses voisins et à force qui devient fou. Et il y a ça aussi dans ce film. Voilà.
Avant de vous passer la parole pour des questions ou des remarques, nous allons évoquer un dernier exemple. De nouveau un film pour Johnny To, justement, après 2 films pour Soi Chang, qui s'intitule Drug War. Je crois que tout est dans le titre, me semble-t-il, qui date de 2012 et dont là on va regarder 2 fois la même scène, mais avec 2 musiques différentes. L'une que tu as proposée qui n'a pas été validée et la deuxième qui l'a été. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ou tu préfères que préalablement on les regarde et qu'ensuite tu nous évoques? Je peux juste dire brièvement, et puis après, effectivement, on peut en parler, c'est mieux de les voir à l'image. Voilà, le quiproquo qu'il y a eu sur Drug War, c'est que, pareil, là, on m'a dit, tu sais, c'est un film qui parle de drogue, etc. On pense que ça serait bien si tu t'inspires de la musique de Midnight Express. Et donc moi j'adore l'électro, j'adore Midnight Express, et je dis ah super les gars, génial, et j'ai même pas fait attention que normalement ils me disent non, on déteste les synthés, on déteste voilà. Donc j'y suis allé un peu franco, et effectivement il y a cette scène où j'ai choisi de la traiter d'une certaine façon, donc c'est plutôt des synthés, même si j'ai ajouté d'autres choses, je pars de vieux synthés analogiques comme il y a dans Midnight Express. Et donc après, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Je dis, bah, je sais pas, vous m'avez dit Midnight Express. Ils m'ont dit, non, Midnight Express, c'est pas du tout le son qui nous intéresse, c'est l'aspect mélodique. Voilà. Et du coup, je dis, ah bon, pardon, ok, j'avais pas compris du tout, donc je suis retourné sur autre chose. Donc effectivement, on peut voir les 2 versions à la suite, je pense, et puis on verra la différence qu'il y a, pour les remettre dans le contexte du film. Donc pareil, c'est un méchant. Alors je crois que c'est toujours Louis School, hein, ce fameux Alain Delon, Louis Garrel, Alain Garrel, et qui est un méchant, qui effectivement est un dealer, etc. Et qui là se retrouve à l'hôpital parce qu'il a été blessé. Donc il y a un flic qui est affecté à sa surveillance. Va y avoir ses complices qui vont faire diversion dans le couloir. Et le temps que le flic sorte, regarder ce qui se passe, il va disparaître. Il va se mettre à sortir de l'hôpital et surtout à se carapater. Et donc, il y a un autre policier qui est prévenu et qui va le suivre. Donc, en fait, c'est classiquement une scène de poursuite. Voilà. Et dans le premier cas, je l'ai traité très musical, peut-être un peu trop, mais ça me plaisait beaucoup. Et dans le deuxième cas, je l'ai traité de façon différente. Donc, on n'a qu'à regarder les Alors, deux. Ouais. Juste préciser que cette scène, c'est la même scène, effectivement, mais montée un tout petit peu différemment. Et que c'est une copie de travail, là encore, donc c'est pour ça que vous allez voir un timecode, diverses indications sur l'image. Des indications très drôles en plus, je crois, parfois. Oui, parce que je crois qu'il manque des scènes, donc ils indiquent qu'il y a des scènes qui manquent à remettre, etc. Voilà. Mais du coup, c'est ce que je vois moi quand je fais les musiques, et des fois on voit des personnages parler, mais il n'y a pas les dialogues, on voit des voitures qui crissent, mais il n'y a pas les bruits des freins. Et donc effectivement, il faut aussi prendre tout ça en compte quand on compose, et surtout quand on ne l'entend pas, quand c'est pas l'image. Parce qu'on sait que la musique, finalement, c'est un truc en plus de tout ce qu'il y aura, et qu'il ne faut pas que ça prenne la place des éléments qui sont déjà là. Voilà. Donc les 2 extraits à la suite. Dans la différence entre les 2 versions qu'on a vues, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que cette première version, ça pourrait être un film d'horreur. Je trouve qu'il y a cette connotation. Peut-être, et c'est peut-être ce qui leur a fait un peu peur. Moi, après, effectivement, ce que je réalisais tout à l'heure quand on les a revus, c'est qu'en fait, la première version, pour moi, elle se place du point de vue du fugitif, et que la deuxième, elle se place plus du point de vue de celui qui le suit, qui le traque, et je pense que c'est ça qui les intéressait plus. Je sais pas, vous, par exemple, quelle version vous préférez? La 1 ou la 2? Qui pour la 1? Ok, et qui pour la 2? Ça se joue un peu. Ouais, ça se joue à très peu, mais il y en a un certain nombre qui ne se sont pas prononcés. C'est comme tu le disais quand on les a regardés tout à l'heure, Nicolas, c'est qu'il y a aussi une écriture du suspense, et donc qui est liée aussi à ta recherche de la pulsation, la rythmique aussi. Une chose, tu disais hier soir que la Milky Way donne très peu d'indications, quelques mots-clés comme ça pour composer une musique de film, mais qu'en revanche, quand ça ne va pas, là, il parle beaucoup. Ouais, ça, je m'en suis aperçu au fur et à mesure. Au début, c'était assez facile, et puis je pense qu'ils sont devenus plus exigeants. Après, c'est vrai qu'il y a plus d'enjeux, c'est-à-dire que Johnny To, maintenant, il se tourne plus vers la Chine, puisque Hong Kong a été un marché florissant, mais les moins. Aujourd'hui, la Chine s'est vraiment réveillée en termes de cinéma. Moi, je crois qu'à une époque, il me disait, alors
je ne sais plus si c'est moi qui exagérais, il me semblait qu'il me disait, mais c'est possible, hein, qu'il y avait 3 complexes de cinéma, genre l'équivalent du Gaumont, qui se bâtissaient je ne sais plus si c'est par semaine ou par mois. Même si c'est par mois, c'est énorme. Et donc, effectivement, lui se tourne plus vers le marché chinois, qui est un marché différent. Il a plus la pression. Voilà. Et du coup, il a moins de spécificité qu'avant, je pense. Et il veut faire un peu comme tout le monde, mettre de la musique partout. Voilà. Donc, quand je travaille avec eux, il me demande effectivement plus de comptes qu'avant, où j'étais un peu libre de faire ce que je voulais, voilà, et de comprendre ce qu'il m'indiquait. Aujourd'hui, il y a plus de, le cahier des charges est plus précis et plus long et plus gros. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques qui peuvent concerner soit les extraits que nous avons vus, ces films-là en particulier, ou plus largement la composition de musique pour le cinéma? Alors il y a un micro, effectivement, qui arrive vers vous. Bonsoir. Avez-vous déjà composé des musiques sans aucune image, à partir d'un scénario ou juste des discussions avec la cinéaste? Des musiques de films? Oui, bien sûr, ouais. Non. Enfin, il m'est arrivé de travailler en amont, mais c'était il y a très longtemps. Et c'était sur un film américain. Et puis c'était compliqué parce que le réalisateur était à New York, la productrice était en France, moi aussi. Et ils étaient en train de le tourner. Du coup, pareil, il fallait réagir très rapidement. Donc j'ai travaillé à partir d'un scénario. Mais après, c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que c'est ce qui se faisait beaucoup à une époque. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis même, moi, il y a l'exemple que j'adore dire, enfin, et même connaître, c'est le cas de l'affaire Thomas Crown, justement, qui est un film qui était très long, qui durait 4 heures. Et en fait, le réalisateur avait aucune idée de comment raccourcir. Pour lui, chaque scène lui semblait indispensable. Et donc, il a fait appel à Michel Legrand. C'est quand même un Américain. Je crois que Legrand a eu un Oscar sur cette musique. Et effectivement, Legrand, non seulement Legrand a visionné le film là-bas, aux États-Unis, il est revenu, donc il n'avait évidemment pas de copie de travail, rien. Il avait vu le film, ça lui suffisait, et il a commencé à élaborer des thèmes, dont certains sont devenus extrêmement connus. Et il les a envoyés, il les a enregistrés, il les a envoyés au réalisateur, et ça a aidé le réalisateur à finir son montage. C'est-à-dire, il s'est vraiment calqué sur la musique. Et puis, notamment, il a fait ce procédé de split screen, c'est-à-dire où il y a plusieurs images qui interviennent dans un même temps. Voilà, ce qui lui a permis de raccourcir, je crois, à 2 heures ou un truc comme ça. Mais non, moi, c'est vrai que moi, le coup du scénario, c'est tellement vague, je trouve, que c'est très difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, ça serait très difficile de faire une musique sur un scénario, parce qu'il faut les images, parce que un scénario, vous avez une intention, mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure pour la musique en termes de ponctuation, la façon dont c'est filmé va tout changer, en fait. Et donc ça me semble difficile, ou alors ça peut servir à élaborer un thème, à avoir un thème d'amour, un thème de suspense, machin, mais de toute façon, il faudra le retravailler en fonction des images, comme un vêtement, en fait, pour que ça soit à la bonne taille, en fait. Il est vrai que nous nous sommes concentrés sur ton expérience asiatique, pourrait-on dire, mais il y a aussi quelques expériences en Europe, aux États-Unis, mais qui peut-être ont été moins marquantes. Qui ont été moins marquantes. Et puis là, le film dont je parle, c'est un film dont finalement je n'ai pas fait la musique, parce que c'est un réalisateur qui s'appelle Amos Kolek, qui à une époque a fait des super films. Moi, j'avais vu un film par hasard qui s'appelait Sioux perdu dans Manhattan. C'était mon film de l'année que j'avais vu. Et juste après, une productrice m'appelle en me disant tiens, il y a un réalisateur qui s'appelle Amos Kolek. Je dis ouais, je connais. Elle me dit il va faire un prochain film. Je dis ah bah super. Elle me dit ça t'intéresserait de faire la musique? Je dis ouais. Et en fait, il avait son musicien sur place, mais il n'était pas sûr. Et finalement, ça lui semblait trop compliqué de travailler à distance. Donc il a travaillé avec ce musicien finalement. Avez-vous d'autres questions, d'autres remarques? Oui. Bonsoir, donc c'est vrai que là on voit des films asiatiques et surtout des films noirs, hein, des thrillers. Ouais. Et alors je me demande, j'espère qu'on vous appelle des fois pour des comédies, des films sentimentaux où les pulsations sont du cœur et pas de...
Est-ce que voilà, d'autres expériences qui vous enrichissent parce que c'est un genre que vous ne connaissez pas forcément? Alors, moi, c'est vrai que ça tombe bien quelque part. Moi, c'est un genre de prédilection. J'adore le film noir, et voilà. Mais Johnny To, il a une palette très large. Donc, il a aussi fait des comédies. Là, il y en avait une. Il y avait Sparrow qui était présenté cet après-midi, qui est beaucoup plus comédie, et pour lequel aussi fait une musique beaucoup plus joyeuse, rétro, 60s, voilà. Et puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, lui, il m'a identifié justement dans le genre comédie romantique. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fait des comédies romantiques. Je pense que c'est pas là où il excelle le plus. Et du coup, j'ai fait des musiques qui, moi, sont pas des trucs que je défends. Voilà. Enfin, je les ai faits. Sur l'ensemble, il y a quelques parties que j'aime bien. Et puis sinon, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a des codes à suivre qui sont pas les miens. Donc moi, effectivement, c'est curieux, mais le premier film dont j'ai fait la musique, c'est Tokyo Eyes, et on a vu l'ouverture avec ce type qui tient un pistolet. Voilà. C'est un film d'amour, hein. C'est aussi un film d'amour, mais oui, Tokyo Eyes, c'est un film d'amour, mais l'extrait qu'on a vu ne le dit pas. Et effectivement, à peu près tous les films qu'on a mis là, de Johnny To ou d'autres sont effectivement plus polars, voilà. À tel point que moi je suis un peu identifié comme ça. Et je me souviens qu'une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait pressenti, entre guillemets, pour être invité au festival de Cabourg. Et puis on lui Le festival du film romantique. Voilà. Cabourg, c'est ça, ouais. Et on lui avait répondu, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ce type? Il n'y a que des films avec de la drogue et des flingues, quoi. Enfin, tu vois. Voilà. Mais j'ai fait d'autres choses en musique. Ouais. D'autres remarques ou questions? Oui. Le quota est épuisé pour les journées, monsieur. Vous n'avez plus le droit à des questions. Non, juste rapidement, mais à moins que vous ayez déjà abordé la question de la post-synchronisation, parce que j'étais pas là au début, donc je voudrais poser une question à ce sujet. Parce qu'il me semble que à Hong Kong encore, notamment à Hong Kong, on post-synchronise encore beaucoup, probablement parce que tout le monde ne parle pas cantonais ou ce genre de choses déjà à la base. Mais au-delà de ça, je me dis, est-ce que c'est pas le genre de conditions de production qui se prête bien à votre style musical, puisqu'on part de quelque chose d'assez dépouillé, beaucoup de silence, on ajoute les bruitages essentiels, et puis voilà, vous avez peut-être plus d'espace que dans un film en son direct. Ce qui est vrai, c'est que moi, voilà, j'ai appris au fur et à mesure en travaillant avec ces gens-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils travaillent très rapidement. Des fois, ça peut paraître très brouillon, parce qu'effectivement, ils disent OK, on a fini. Bon, moi, ils m'ont raconté plein de trucs, hein, des anecdotes. Donc, il y a Sparrow qui était présenté tout à l'heure. C'est un film qu'il a tourné sur 3 ans. Johnny To, mais parce qu'il a pris son temps, et puis il a sorti d'autres films plus commerciaux entre-temps qui ont servi à financer celui-là qui lui tenait peut-être plus à cœur. Mais c'est pareil, ils m'ont dit du coup on voulait terminer, mais l'acteur il était plus disponible, et puis dans le film il a les cheveux longs, et là il avait les cheveux, pour un autre tournage il a les cheveux courts, donc on a dû attendre que ses cheveux repoussent. Enfin voilà, des fois ça fait un peu bricolage. Et il y a ça aussi, il y a beaucoup de post-synchro, mais je pense que c'est plus pour des questions de rapidité, c'est-à-dire que c'est pas tant le langage, c'est-à-dire qu'ils tournent très très vite, et des fois ils font même pas, voilà, ils font attention à l'image, au cadrage, mais certainement pas au bruit et au dialogue. Je me demande si même des fois, peut-être je vais être un peu mauvaise langue, mais si tous les dialogues sont écrits quand ils tournent, voilà, c'est-à-dire que des fois il y a des personnages de dos, et peut-être qu'on va leur faire dire au final autre chose que ce qu'ils étaient censés dire dans le scénario initial. Voilà. Ils sont un peu en mode work in progress, c'est-à-dire jusqu'à la fin où ils sont contents du truc. Et donc il y a beaucoup de post-synchro pour ça. Après, il y a Sparrow, c'est un exemple où effectivement la musique est assez dense et prend beaucoup de place. Parce qu'ils l'ont mise, enfin moi je l'ai mise, et eux aussi du coup à des endroits où il n'y a pas de dialogue et où elle joue un rôle important. Et puis c'est vrai qu'il y a d'autres endroits où moi-même il faut que je fasse attention. On évoquait ça tout à l'heure sur Motorway dont on n'a pas vu d'extrait, mais c'est pareil, moi ils m'ont donné une copie de travail où en fait je crois qu'il n'y a pas les dialogues, donc le film il est muet, il n'y a pas les dialogues, il n'y a pas les bruitages. Et c'est un film quand même où il y a des voitures qui dérapent, des moteurs qui s'emballent. Et Erwan m'a dit qu'il aimait bien la musique et qu'il trouvait que ça matchait bien avec l'embrayage, enfin avec le bruit de l'embrayage. Et moi je ne l'ai jamais entendu, le bruit de l'embrayage, quand j'ai fait la musique. Et donc on rigolait parce que j'ai fait ça avec Alex Goffer, une musique très électronique. Et nous on était tellement des fois à bout
de se dire ils veulent le truc maintenant, mais nous on n'a même pas la bonne copie de travail. Alors on faisait la musique et puis on imitait le bruit des voitures, on faisait ouh, comme ça, voilà. Et pour se dire bah là il faut en mettre moins, voilà. Une question ou une remarque qui peut-être serait la dernière. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Alors peut-être je vais te poser la dernière question très très convenue. C'est la dernière question qu'on a posée aussi à Olivier Marguerite et Peter Van Paul l'année dernière. Si tout était possible, avec quel réalisateur vivant, tout de même, aimerais-tu travailler ? On me l'a déjà posé cette question, mais bien sûr, elle est très logique et légitime. Moi, je pense que j'ai plein d'envies différentes. J'ai pas de, voilà, comme pour la musique, j'écoute plein de gens différents. Cinéma, je regarde plein de choses différentes. Je pense que si une personne m'appelait, déjà, je serais content parce que ça veut dire qu'elle connaît plus ou moins mon travail et que peut-être elle pense que c'est adapté. Mais voilà, idéalement, on l'a évoqué tout à l'heure aussi, toujours un peu avec l'Asie. Moi, il y a des cinéastes qui m'excitent beaucoup en ce moment. Il y en a un qui est japonais qui s'appelle Kiyoshi Kurosawa, qui fait aussi un cinéma très sombre, mais j'aimerais bien travailler avec lui. Et, enfin, je ne sais pas si ça sera possible, mais voilà. Et puis, on évoquait aussi tout à l'heure le cinéma coréen, qui est un cinéma de très grande qualité, c'est-à-dire que dans le cinéma asiatique, la façon dont nous, on l'a découvert européen, il y a eu une vague japonaise, après il y a eu une vague hongkongaise, et après il y a eu une vague coréenne qui dure encore un petit peu. Et effectivement, c'est un cinéma qui est très sombre aussi, mais où l'image, ce qu'on appelle la photo, est sublime, où la musique est parfois, même souvent aussi sublime. Voilà, et j'aimerais bien bosser, pourquoi pas, pour soit le japonais, soit un coréen. Je crois que tu peux peut-être aussi nous présenter ce que tu vas faire tout à l'heure à 22h ici même sur cette scène. Ah oui, alors ça va être plus en fait c'est plus un mix, voilà, c'est plus un mix, donc je vais passer de la musique. C'est un peu la fin du festival, donc l'organisateur du festival, Fabrice, m'a demandé de faire un peu les deux, c'est-à-dire que je vais passer des extraits de musique de film que j'aime bien, dans un premier temps, voilà, et puis après plus des trucs un peu plus dansants, en espérant que soit vous qui êtes là, soit les gens qui seront là tout à l'heure ont envie un peu de danser, de faire la fête, voilà. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure en tenue de gala pour danser un petit peu. Merci beaucoup, Merci, Xavier. Xavier. Merci à Merci vous. de ta présence. Et merci au public d'être venu. Merci à vous de votre présence. Merci au Festival Travelling, à la SACEM, à Film en Bretagne, et merci à l'équipe technique, À Didier, à Yacine. puisque c'était au petit Notamment. poil. Merci à vous et bonne suite de soirée. Merci beaucoup.